Troisième et dernière partie de notre édition spéciale Tempête sur TV Vendée. Aurélien Martin nous a rejoint sur ce plateau. Dans un instant, nous reviendrons avec lui sur la conférence de presse qu'a donnée ce matin le président du Conseil général Philippe de Villiers concernant l'urbanisation du littoral. Mais nous allons d'abord converser avec Madame Huan, Martine Huan. Bonsoir Madame. Bonsoir, je vous remercie sincèrement d'être venue jusqu'à nous pour témoigner de ce qui vous est arrivé comme d'autres habitants de l'Aiguillon et de la Faute. Vous habitez à la Faute vous-même? À la Faute même, oui. À la Faute même. Oui. On peut reparler avec vous de cette nuit, donc de samedi à dimanche. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec le commandant Préau et le colonel Montalétan qui sont avec nous. Vous avez, c'était en pleine nuit que l'eau est arrivée à ce moment-là chez vous. Vous l'avez senti de quelle manière? De quelle manière? On dormait avec mon mari et puis ça faisait glou-glou. Je pensais que c'était le vent qui avait esquinté la gouttière. Et mon mari dormait à point fermé. Et j'ai voulu le réveiller, il me dit laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Je te dis qu'il y a de la gouttière qui est pas bien. Il se lève, il me dit on a les pieds dans l'eau. Alors là, je crois que il a ouvert la fenêtre, la petite fenêtre de la cuisine, et on était envahis d'eau jusque-là, partout, tout autour. L'eau était au niveau des fenêtres à ce moment-là? Au niveau des fenêtres, oui. C'était. Je crois que il n'y a pas de mots pour exprimer. Il n'y a pas de mots. Faut y passer. Hein. C'est l'horreur. À ce moment-là, quand vous avez vu l'eau dans votre maison et le niveau qu'elle était rendue, comment avez-vous réagi avec votre mari? Quelle décision vous avez prise tout de suite? Ah ben moi j'ai pensé qu'à me sauver, déjà et d'une, j'ai pensé à ça. Et après j'ai voulu sauter sur le toit, mon mari me dit non, ça a arrêté de monter, c'était à ras la fenêtre. Hein. Mais j'ai dit non, ça va continuer de monter, attends, il faut prendre l'échelle, il a plongé, il a été chercher une très grande échelle, et il n'a jamais voulu que je monte sur le toit. Donc on a attendu sur la fenêtre de la cuisine, on a eu la chance que ça continuait pas à monter. On est resté 8 heures sur la fenêtre de la cuisine avec les pieds dans l'eau dans l'évier. On avait jusqu'à 8 heures, bah oui, 8 heures, bien obligé, hein. Parce qu'il y avait des personnes en priorité à passer, c'est normal. Il y a des personnes qui étaient sur les toits, fallait bien c'était prioritaire. Vous saviez à ce moment-là, vous avez su assez rapidement que les pompiers étaient sur place et que on les a entendus. Vous les entendiez? On les a entendus, les pompiers, oui, mais bon, on voyait bien que c'était pas vers chez nous, quoi. Fallait sauver les personnes âgées, les personnes blessées. À partir de quand vous avez été au bout de 8 heures, vous avez vu les pompiers arriver? À midi, ils sont venus à midi. À midi, ouais. Ouais, là c'est l'horreur. Là. C'était le soulagement, évidemment. C'est-à-dire que quand on a vu 2 pompiers arriver avec une planche à voile, là, c'est vrai que c'était les bienvenus. Hein. Ouais. Avec une planche à voile? Oui, ouais. Oui, les pauvres, hein, ils ne pouvaient pas faire autrement. On ne pouvait pas passer, la voiture était en travers déjà. Ça a été un moyen, effectivement, commandant Préau, de déplacement? Tous les moyens étaient bons. Bah oui, c'est bon pour sur les épaules, oui. Il ne fallait pas aggraver les états d'hypothermie qu'on constatait déjà en grande partie, parce que à part quelques fractures et d'autres malaises, les gens étaient en hypothermie, donc il ne fallait pas aggraver ça, tous les moyens étaient bons. Colonel, vous vouliez dire quelque chose? Non. Ah non, pardon, d'accord. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans ce moment-là, Madame Huan? À quoi est-ce qu'on pense? C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie de pleurer parce que le coup est trop fort. J'ai pleuré pendant 8 heures, j'avais peur de ne pas revoir mes enfants. J'ai 3 enfants et j'ai dit on va mourir, on va plus les revoir. J'avais peur que l'eau continue à monter. Ouais. Alors mon mari me dit bon, le vent s'est calmé, ça risque de se... Mais on voit beaucoup de choses, hein. Je crois que là, maintenant... Vous avez compris ce qui se passait à ce moment-là, que la digue, que l'eau avait... Alors moi, non, pas du tout. Hein. Non, parce qu'on nous a annoncé une tempête, on nous a pas annoncé cette chose-là. Moi, ma fille m'a téléphoné la veille, et je rigolais avec ma fille, elle me dit, maman, méfie-toi, c'est zone rouge. Zone rouge, bah oui, c'est une tempête, c'est du vent. Mais franchement, je savais pas que... C'est pour ça, maintenant, la moindre bricole, je ne prêterai plus d'importance, parce que... Ouais. Tout cela vous paraîtra à côté bien... Alors mon mari qui s'en fait jamais, il tremblait, et lui pourtant il est très cool. J'ai un mari qui est très cool. Hein. Ah oui, mais alors là je crois que là c'est ça. Ah ouais, non, qu'est-ce que je vous dis, Mais enfin faut pas qu'on se plaigne, on est vivant. Ouais. Quand je vois toutes ces familles qui ont perdu des enfants, c'est vrai que les pompiers ont vu des horreurs. Hein. Donc, c'est sûr qu'ils vont être marqués aussi. On a souligné au début, et puis tous les gens qui sont venus sur ce plateau ont souligné l'efficacité aussi des équipes de secours. Vous l'avez constaté vous-même quand ils sont venus vous secourir. Tout à fait. Oui. Comment... c'est eux qui ont eu le plus de travail dans l'histoire. Hein, quand ils sont arrivés justement, les hommes du commandant Préau, du colonel Montalétan, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en fait? Quand ils sont arrivés avec cette planche à voile, ils vous ont rassuré, ils vous ont... Oui, parce qu'ils étaient à 2. Ils nous ont dit, vous allez avoir les pieds dans l'eau. Mais j'ai dit, vous savez ça c'est pas un problème. Alors, moi, ce que je veux, c'est partir d'ici. Ouais. Alors, je voulais sauter dans l'eau. Non, ils disent, non, sautez pas dans l'eau. Vous avez assez pris d'eau comme ça. Ils étaient à 2, ils ont pris la planche à voile, ils ont tout fait pour nous.
Ah oui, non, ça, il n'y a rien à dire. Comment s'est passée ensuite la prise en charge? Vous êtes arrivé donc au point de rassemblement, comme disait tout à l'heure? Oui, à l'école primaire de l'Aiguillon. Nous nous ont emmenés dans un camion de pompiers. Et là, les gens aussitôt nous ont donné des couvertures, parce qu'on était en chemise de nuit. Hein. Bon, mon mari a eu la jugeote de s'habiller, mais moi, vous savez, j'ai eu tellement peur que j'ai pas pris le temps de m'habiller. Hein. On peut pas. On mesure pas, enfin nous tous, la rapidité avec laquelle ça a eu lieu. Il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu. Maintenant, je m'en ferai plus pour une babiole. Je ferai plus un monde. Mon mari me dit, toi, tu t'en fais toujours. Mais c'est vrai. C'est vrai, il faut plus s'en faire. Non, mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Quand on a vu ça, ça change le cours des choses. Une fois que vous étiez donc dans cette école, ce qui vous importait, c'était de prévenir vos enfants, j'imagine? Oui, mais là, par contre, c'était pas facile, ça. Parce que plus de téléphone, plus rien, bien sûr. Hein, je vous explique pas. 1m82 dans la maison. Eux ont dû vivre dans l'angoisse aussi ensuite. Oui. Ils ont téléphoné partout, la préfecture, partout. Mais enfin, c'est pareil. Les gens peuvent pas, les pompiers, tout ça, ne peuvent pas répondre. Ils sont envahis. Tout le monde est envahi. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Quand êtes-vous retourné dans votre maison? Là, ça s'est passé donc la nuit samedi à dimanche. J'y suis retournée mercredi. Mercredi. Ouais, donc hier. Vous redoutiez d'y aller ou c'était pour vous vraiment urgent? Non, parce que j'étais réaliste, je savais très bien ce que j'allais découvrir. Je savais très bien que... C'est vrai qu'une fois que l'eau était montée, on ne se rendait pas compte. Là, il n'y avait plus d'eau, mais enfin, quand on voit les dégâts, c'est même pas pensable. Est-ce que vous allez pouvoir sauver quelque chose? Non, là, c'est pas possible. Il n'y a rien à sauver, là. Non. Même la maison, je ne sais même pas ce que les experts vont nous dire, parce que là, tout est déjà gonflé partout, tout s'effrite déjà, tout dégringole. Je sais pas. Est-ce que vous avez... C'est trop gros pour réaliser. C'est trop gros. Est-ce que vous souhaitez continuer à habiter Oui, on espère quand même continuer à habiter là. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, alors... Si la maison est réparable, je vous dis... Si la maison est réparable, vous êtes prêt à continuer à habiter? On commençait à finir de l'embellir. C'est pour ça, je vous dis. Mais enfin, je vous dis, nous, on est vivants. Ouais. Quand je vois des personnes qui ont perdu de la famille, ça doit être affreux. Je ne sais même pas si on peut... Vous avez suivi hier la cérémonie donc de la victime? Oui, j'étais chez des personnes nous sommes chez des personnes qui nous ont hébergés. Et c'est terrible. Alors, on parlait effectivement de ce retour dans votre maison éventuelle. Aurélien Martin, ce matin, il en était question justement de ces maisons inondées, notamment dans la cuvette de la Faute-sur-Mer. C'était l'objet de la conférence de presse qu'a tenue le président du Conseil général, pour qui maintenant est venu le temps des questions. On a appris ce matin que 22 des 32 brèches ont été colmatées sur les digues du département. Je vous propose juste, on voit là les images de la conférence de presse sur laquelle on va revenir, et vous allez nous faire écouter certains propos du président du Conseil général. Je voudrais simplement qu'on voit une infographie que nous avons réalisée qui nous fait mesurer à quel point l'eau est rentrée dans les terres. Vous allez voir la situation avant la tempête. Voilà, ça c'était la situation avant, et vous allez voir à quel point l'eau a inondé les terres. Voilà, c'est une illustration qui parle d'elle-même et qui nous fait mesurer l'ampleur de la catastrophe. Aurélien. Oui, vous savez, le début de la semaine a été marqué par plusieurs polémiques. Fallait-il évacuer ou non la population la veille de la tempête? Les digues étaient-elles suffisamment entretenues? Et fallait-il construire effectivement sous le niveau de la mer? Hier, c'était la journée d'hommage et de recueillement. Les polémiques ont été mises entre parenthèses. Et à partir d'aujourd'hui, il y avait un peu le temps des explications. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Philippe de Villiers au cours de sa conférence de presse. Il a, je le cite, après le temps de la compassion, de la tristesse et de la détresse partagée, vient maintenant le temps des questions. Alors le ton était grave, solennel. Il a dénoncé d'abord l'urbanisation massive du littoral en distinguant les digues économiques, agricoles, ostréicoles, qui sont souvent ancestrales, a-t-il expliqué, très vieilles dans le temps, et qui sont pour lui légitimes, et ce qu'il a appelé les digues immobilières, avec des mots durs, les digues spéculatives, les digues de promoteurs, qui ont permis principalement entre les années 60 et 80 de gagner sur la mer pour construire de nouveaux lotissements. Pour lui, c'est clair, il faut stopper cette politique de construction en zone inondable, en fait, très clairement, cette politique, dit-il, d'urbanisation galopante. Il a donc demandé deux choses principales: mettre fin aux digues immobilières, ce qu'il appelle les digues immobilières, et que les plans de prévention des risques d'inondation soient appliqués de manière plus rigoureuse. Principale demande. Grand principe pour lui, en fait, si on regarde bien, là où la mer est venue, la mer reviendra un jour ou l'autre.
c'est ce qu'il pense. Et donc, en application directe et très concrète, il a demandé que la cuvette de la Faute-sur-Mer, là où sont concentrées le plus de victimes, ne soit plus aujourd'hui zone habitable, et je propose de l'écouter. Je demande que la cuvette de la Faute, où ont été construits des programmes immobiliers qui sont aujourd'hui submergés par la mer et qui ont été construits au-dessous du niveau de la mer, que cette cuvette soit restituée immédiatement à sa vocation initiale de marais et de parc végétal. Je pense, et je le dis avec force, que on ne peut pas concevoir de laisser des familles revenir dans une zone à risque mortel. Que les familles doivent donc être indemnisées pour l'habitation qu'elles ont ou qu'elles vont quitter. Et que cette indemnisation doit être supportée par les responsables, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers. Madame Muan, je voyais approuver pendant l'intervention. Ah oui, mais tout ce qu'il dit là, j'approuve, oui, c'est sûr. Oui. Donc pour vous, cette cuvette ne doit plus être habitée? Ah bah oui, je comprends même pas qu'on nous ait pas évacués. Ça, je comprendrai jamais ça. Je suis pas la seule d'ailleurs. Sur l'évacuation? Oui, ouais. Ça je comprends pas. Là, franchement, la zone rouge, on aurait dû être évacués. C'est la conjonction de plusieurs facteurs qui était imprévisible, mon colonel, et qui fait finalement qu'on n'a pas pu, qu'il n'était pas prévu d'évacuer les gens. Votre maison a été construite il y a combien d'années? Elle est de 92. 92, oui. À l'époque, vous saviez que c'était une zone qui était potentiellement inondable? Ah ben non. Ouais. Non. Mais on ne l'a pas fait construire, elle était construite. Elle était construite. Elle était déjà construite. Ah ben non, on ne peut pas le... Mais aujourd'hui, vous pensez quand même, ce que vous me disiez tout à l'heure, que vous pourriez y retourner et y habiter si la maison était encore en bon état? C'est une certitude pour vous ou vous posez la question? Je sais que de toute façon, je vais avoir peur, ça c'est sûr. Ça, mon mari le sait, je ne vais plus vivre tranquille. Je ne sais pas ce qu'on va faire, j'en sais rien, parce que ça va dépendre déjà beaucoup des indemnisations. Vous avez commencé déjà les dossiers auprès des... Ah ben non, l'expert n'est même pas passé encore. D'accord. Nous attendons l'expert, alors... Bon, ils vont passer, ça, je sais, ils vont passer, mais bon, ça ne nous rendra pas notre maison, c'est pas... Je sais même pas ce qui va se passer, on est vraiment dans le néant, là, on attend. Ah, ça, c'est l'horreur, par contre. Enfin, je vous dis, on est vivant, il faut penser au décès. Ouais. Ah ouais, ça, c'est... C'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. Hein. Aurélien, un autre volet aussi dans cette intervention. Déjà, pour poursuivre sur celui-là très rapidement, Philippe de Villiers a également demandé que soient recensées en fait toutes les zones à risque et qu'elles soient, ce qui est un programme qui peut être important, rendues à leur état initial, comme par exemple les zones de marais situées à proximité du littoral et asséchées pour construire de nouvelles habitations. Donc il veut qu'il y ait un recensement de faits et qu'il y ait une politique d'appliquer. Il a également rappelé que le Conseil général n'avait pour l'instant aucune compétence juridique en matière d'urbanisation, mais qu'il allait utiliser tous les leviers en son pouvoir, comme par exemple la possibilité qu'a le Conseil général de préempter, c'est-à-dire d'acheter des terrains pour, explique-t-il, les mettre à l'abri des tentations des spéculateurs, des promoteurs. Je vous propose de l'écouter également. Nous avons déjà acquis sur 230 km, sur 220 km de côte, alors qu'il n'y a que 32 km urbanisés, nous avons acquis 1500 hectares de cordon dunaire. Si vous allez entre Bretignolles et les Sables, vous voyez le travail, c'est admirable. Il n'y a plus que des dunes et des arbres. Il n'y a pas une seule habitation. Il faut aller plus loin, et donc j'ai décidé de multiplier par 2 les acquisitions dans les quelques années qui viennent. Nous allons accélérer le programme avec 3000 hectares qui vont être acquis sur le littoral. Voilà, et Philippe de Villiers qui a quand même tenu à indiquer que son objectif n'était pas de désigner des responsables, mais de se positionner plutôt comme un lanceur d'alerte. Ce qui est certain ce soir, c'est que en matière d'urbanisation du littoral, il y aura un avant et un après tempête. Merci Aurélien. Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, était en Vendée ce matin. Il est venu apporter le soutien de toutes les fédérations départementales de son syndicat aux agriculteurs sinistrés. Vous le voyez sur ces images à gauche, à côté de Joël Limousin, le président de la FDSEA de Vendée. Il s'est rendu sur des exploitations à Sainte-Radégonde-des-Noyers et à Trièze. Et c'est à Trièze, justement, que Caïda Valciano a rencontré Jean-Michel Lemétayer, que je vous propose d'écouter.
Je pense d'abord aux victimes humaines parce que il faut penser à ça d'abord. Et puis je tenais à venir à la rencontre des producteurs touchés par cette catastrophe naturelle parce que ils ont besoin qu'on leur exprime la solidarité. C'est pas un vain mot dans le monde paysan. Je crois que la solidarité d'ailleurs elle s'est exprimée immédiatement déjà entre eux. Ici en Vendée, en Charente-Maritime, mais je veux qu'ils entendent que la profession tout entière sur le plan national se mobilise. On parle et on va parler encore beaucoup pendant les quelques jours et semaines qui viennent, évidemment de cette catastrophe, mais je crains que dans quelques mois on en parle beaucoup moins, alors que nos producteurs continueront de subir les conséquences de cette catastrophe. Et il va falloir évaluer au plus précis ces pertes, pour que les producteurs soient le mieux indemnisés possible et que l'on leur permette d'abord de vivre et surtout de reconstruire. Voilà, je vous le disais, Jean-Michel Lemétayer qui a donc échangé avec quelques agriculteurs. Certains se demandent s'ils vont poursuivre leur activité. D'autres craignent aussi que lorsque l'eau va se retirer, elle n'inonde des terres qui avaient jusque-là été épargnées. C'est le sens des propos des deux exploitants qu'a rencontré ce matin Ida Valceanu et Arnaud Barrier. On est là tous les jours parce qu'on surveille les niveaux d'eau et on fait ce qu'il faut pour essayer de baisser. Le problème, c'est que la mer, quand elle est arrivée là, elle est dans un trou. Donc un trou, il faut faire des brèches pour le vider. Donc là, moi personnellement, j'en ai 120 hectares sous l'eau. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est pas une exploitation qui nous permet de vivre dans les 5 ans à venir, quoi. Donc le problème qui se pose, c'est que dans les 5 ans à venir, comment on va faire pour nous manger, payer nos maisons, parce qu'on a tous des frais, payer nos emprunts sur nos exploitations, parce que là, franchement, on n'en sait rien. Si on a toutes nos charges d'exploitation à payer en fin d'année, comme à l'habitude, l'année prochaine, il faut fermer les portes et s'en aller, quoi, et faire autre chose. On se pose déjà la question s'il ne faut pas se mettre à travailler cet été et aller faire autre chose pour pouvoir y arriver, quoi. Vous avez aussi des craintes pour ce soir qu'il y ait d'autres hectares inondés malgré le fait que l'eau se retire. Voilà. Actuellement, en fait, l'eau, tout le monde le dit, les maisons d'habitation étant mieux, donc aujourd'hui se délaisse de toute cette eau. Aujourd'hui, on a malgré tout cette eau qui est montée sur des terres hautes suite à la puissance de la marée et la puissance du vent et qui se retrouve maintenant confrontée à le descendre dans les terres les plus basses. Donc inonde petit à petit en fait des parties basses et sur la commune de Saint-Michel-en-Lerme, des hectares en fait inondent encore aujourd'hui. Notre souci premier maintenant, c'est d'évacuer l'eau le plus rapidement possible à la mer et puis après de faire l'étendue des dégâts et puis assez dans l'urgence en fait remettre les digues quand l'eau sera partie, remettre les digues en état avec on ne sait pas quels moyens pour l'instant parce que dans 3 semaines des nouvelles marées vont revenir donc avec peut-être le souci d'avoir des vents d'ouest. Alors on a parlé en colonel évidemment de tous les pompiers qui sont intervenus et on n'a pas distingué les pompiers volontaires parce qu'ils sont aussi nombreux, ils sont intervenus aussi sur ces événements. Il faut peut-être aussi leur rendre hommage et puis pour eux et qui sont alors déjà les pompiers professionnels c'est difficile pour une telle catastrophe, pour les pompiers volontaires ça l'est sans doute d'autant plus. Oui alors effectivement faut rendre hommage à l'ensemble des sapeurs-pompiers qui sont intervenus, les agents administratifs et techniques qui ont reçu les appels au CTA, les sapeurs-pompiers volontaires de tout le département de la Vendée, les sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi les militaires, sapeurs-pompiers militaires des unités d'instruction de la sécurité civile, nos collègues professionnels et volontaires de la région parisienne, toute la couronne valdoise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, mais aussi de la Bretagne, donc tous ceux qui nous ont rejoints. Donc il y a tous les statuts, des matériels qui nous sont venus de Marseille, de Lille. Aujourd'hui, une colonne de sapeurs-pompiers qui nous arrive du sud de la France. Bref, un élan de solidarité au sein des sapeurs-pompiers, tous statuts confondus. Mais je dirais au-delà les sapeurs-pompiers ne sont qu'un des acteurs du secours, et bien au-delà, il y a tous ces associations, ces services publics, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la préfecture, au niveau des collectivités locales, au niveau du Conseil général, et tous nos collègues et partenaires. C'est la coordination de tout le monde finalement voilà, qui a fait que cette coordination une solidarité exceptionnelle et ça s'est déroulé en interservice de façon exceptionnelle et personne ne s'est posé de questions, tout le monde a fait de son mieux et s'est investi dans le cadre de cette opération qui restera dans toutes les mémoires de sapeurs-pompiers pour les générations qui viennent et ça restera l'intervention au moins du siècle, oui.
Commando Préau, quelles images vous restent là aujourd'hui, 6 jours après? Alors, vous avez passé 15 heures dans les toutes premières heures. J'ai du mal encore à faire le tri, parce que finalement on n'a pas arrêté encore. Après les premières heures sont venues d'autres phases et qui nous amènent jusqu'à ce plateau sans finalement que j'ai arrêté. Donc je reviendrai vous dire quelles images sont restées, mais il y en a tellement que c'est difficile pour moi de faire un tri. Peut-être des silences et des regards, des regards de remerciement, de générosité, de chaleur humaine, des regards en ce qui me concerne. Vous allez me dire évidemment que ça a peu d'importance, mais dans quel état physique et psychologique êtes-vous et l'un et l'autre ce vendredi soir? Tout va très bien. Ça a peu d'importance. Ça a peu d'importance. Voilà. Il faut avoir la décence de ne pas penser à nous, mais de penser à ceux qu'on a secourus, à ceux qui ont laissé la vie. Il viendra le temps pour se reposer, mais donc priorité a toujours été à l'action, et c'est ce qui tient aussi. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Vos propos étaient attendus par tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Madame Muir, d'être venue jusqu'à nous. Je vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour les jours qui viennent. TV Vendée, je vous l'annonce, rediffusera dimanche la célébration d'hommage aux victimes qui a eu lieu hier après-midi dans la cathédrale de Luçon. Ce sera à 10h30 dimanche matin. Dimanche à 19h30, Louis-Marie Leroy vous présentera un journal spécial d'1 quart d'heure pour revenir sur les événements du week-end, sur ces 2 communes. Et puis durant tout le week-end, sur l'antenne de TV Vendée, vous pourrez également revoir les 6 éditions spéciales que nous vous avons proposées depuis dimanche soir. La semaine prochaine, je vous l'annonce, TV Vendée bouleversera à nouveau ses programmes pour vous proposer de nouvelles émissions spéciales. Il n'y aura pas de grande émission, mais je vous annonce que l'émission de 85 chrono, notre émission de sport lundi soir, sera exceptionnellement raccourcie. Enfin, je terminerai en vous disant que nos encouragements accompagnent évidemment les rescapés de ce drame. Ils sont nombreux à nous regarder, d'après les témoignages qui nous sont revenus du terrain par nos journalistes. Évidemment, nos encouragements les accompagnent. Ce drame a frappé toute la Vendée. Il touche l'ensemble des Vendéens, des rescapés qui sont nombreux, donc je vous le disais, à nous regarder, à nous suivre dans les familles dans lesquelles ils sont hébergés. On leur souhaite donc beaucoup de courage. Très bon week-end à tous. Au revoir et à lundi.